Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on vous emmène en croisière, rien que ça. Comment ça va Sophie ? Bah c'est plutôt bien et du coup c'est bien pour le climat que vous avez faire une petite croisière sympathique au soleil, c'est Alors, ça ? comme on va être sur un yacht, je suis pas sûr que le climat nous remercie, Oh. mais effectivement on va parler de bateau On va voyager, aujourd'hui de mon côté. On va pas aller très loin. Enfin si, on va aller très loin puisqu'on va aller en Australie, mais bon, Ah le voyage en quand lui-même, même. ça va quoi. 2300 km. Ah bah quand même. Voilà. Quand même. Ah, petite croisière de 2 semaines. mais on n'est pas là pour parler bateau, on est là pour parler oiseaux et vous allez très vite comprendre pourquoi je parle de ça. Et toi Sophie, tu nous parles de quoi ? Et ben aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite paruline, qui sont de très jolis oiseaux d'habitude, et celle-là s'appelle la paruline de Kirtland, et elle vient des USA. Ok. Voilà. Comme pas mal d'espèces de parulines que je connais. Et oui. Je crois qu'on avait parlé d'elle d'ailleurs. Tu sais, celle qui prédit l'arrivée des tornades. Oui. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Exactement, mais ce n'est pas celle-là. Et ce n'est pas celle-là. Mais avant de parler de voyage, on va commencer par la rétro piou piou. Et oui. Sophie, est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes en cette période de fête pour nous où personne ne sort d'articles et où tout s'est arrêté un petit peu de vivre d'une certaine manière? Bah oui, si tu veux. Alors il y avait une petite étude qui est sortie sur les Kelp Gulls. Donc ce sont des... J'ai perdu le mot en français maintenant, c'est terrible. Tu vois, c'est Noël, c'est ça, c'est... On est en vacances. Je sais pas du tout. Du coup, ce sont des goélands, donc des larus. Ok. Et en Afrique du Sud, certains de ces goélands vivent non seulement sur les côtes, mais aussi très proches des décharges. Et notamment des endroits où on a tous nos déchets à nous, et nos villes aussi, enfin bref. Tu peux imaginer un peu le contenu de ce genre de choses. Et donc les chercheurs s'inquiétaient de savoir comment est-ce qu'ils nourrissaient du coup leur nichée. Est-ce que ça, le contenu de ces décharges, vu que eux-mêmes, les adultes, se nourrissent sur ces décharges, est-ce que ça avait du coup un impact sur la nidification et la reproduction de ces espèces ? Et ben en fait, il se trouve que, comme chez beaucoup d'autres espèces d'oiseaux, on avait notamment mentionné ça avec la pie et avec certains autres corvidés, les jeunes ne sont en fait pas du tout nourris avec le même régime alimentaire que les adultes. Donc les jeunes ne sont pas nourris avec ce qu'il y a dans les décharges, contrairement aux adultes. Et donc en fait, ce qui leur permet de se développer tout à fait normalement et de ne pas vraiment avoir de problèmes dus à nos activités humaines. Donc les parents savent faire la différence entre les trucs qu'ils vont donner à leurs petits et les choses qu'ils mangent eux-mêmes. Mais incroyable, n'est-ce pas ? Et je crois qu'on n'en a jamais parlé, enfin moi c'est On ça. n'en avait jamais parlé, alors peut-être que j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre. Vu mon étonnement, autant moi, pour moi. Non, c'est... Waouh, je savais pas, dis donc. Voilà. Incroyable. Moi, je vais parler d'un oiseau disparu, le grand pingouin. Ouh. C'est une étude en date du 26 juillet dernier, qui a peut-être d'ailleurs été traitée sur Entracte Science, puisque ça peut concerner effectivement ce genre d'animaux disparus. Alors, grosso modo, l'étude, elle consistait à savoir quel poids faisait l'oiseau. Donc des études avaient été menées avant les années 90 et estimaient le poids de l'oiseau adulte entre 4,5 kg et 5 kg. Et ils avaient aussi pesé son œuf et ils considéraient que la masse fraîche de l'œuf était comprise entre 330 et 372 grammes. Eh bien, une nouvelle étude basée sur deux nouvelles méthodes statistiques, notamment en rapport avec des mesures qui ont été réalisées sur des alcidés existants, eh bien, estimerait le poids du grand pingouin davantage proche des 3,5 kg. D'accord. Voilà. Donc on perd quand même 1 kg, 1,5 kg par rapport à la première estimation. En revanche, la masse de l'œuf est à peu près stable, environ 350 grammes. Je t'ai dit qu'on était entre 330 et 370. Donc voilà, on est à peu près dans les mêmes estimations que dans l'étude de 1990. D'accord, bon ça m'étonne pas trop parce que les œufs c'est assez simple d'estimer la masse plus ou moins avec la forme, on est quand même sur une relation très très simple.
Donc il suffit de faire un produit en croix assez basique et tu retrouves une masse d'œufs assez corrélée à la taille de la chose. Mais c'est vrai que pour l'animal en lui-même, c'est un peu plus complexe. Et j'avais pris cette étude déjà parce qu'elle est ressortie dans les cartons des publications qui ont été sorties cette semaine, et aussi parce qu'elle est réalisée par Tim Burkhead, qui est très très connu dans le domaine anglo-saxon notamment, pour écrire des livres sur l'ornithologie. Voilà. Donc quand Tim Burkhead écrit généralement quelque chose, c'est intéressant. Et d'ailleurs, l'étude est en open access. Ah, mais ça, c'est top. Voilà. Sophie, autre chose ? Alors, moi, on revient à mes premières amours avec la coloration des oiseaux. Et une petite étude qui est parue début mi-décembre, plus ou moins, sur comment la testostérone avait des effets sur la coloration du plumage chez un organisme qui est plus ou moins un organisme modèle de nos jours, qui va être la mésange bleue, donc en Europe. Et en l'occurrence, eh bien, la quantité de testostérone dans l'oiseau va effectivement avoir une incidence sur la coloration du plumage. Plus l'oiseau a de testostérone, plus la coloration va être vive, elle va être bien bleue en quelque sorte, si vous regardez une petite mésange, alors que les oiseaux qui vont avoir moins de testostérone vont avoir une coloration moins vive, tout ça pour une raison très très simple, c'est que en fait la quantité de testostérone va aussi influer sur la vitesse de la mue et la vitesse de croissance des plumes. Plus vous avez de testostérone, moins la plume pousse vite, et du coup plus il y a de pigments qui peuvent se déposer dans la plume, ce qui fait qu'à la fin vous allez avoir des plumes qui sont plus colorées. Voilà, tout simplement. Mais ça veut dire que les femelles du coup ont une mue plus lente que les mâles ? J'imagine que oui. Ça, ils ont pas encore testé pour le coup. Ok, intéressant, parce que généralement on dit que les mues des oiseaux se produisent à peu près de la même manière que ce soit le mâle et la femelle, enfin en tout cas que ça dure à peu près le même temps, donc intéressant, voilà. Intéressant. Moi je vais parler d'une espèce menacée. Bah justement, tu vas en parler toi de ton côté. Mais moi je vais parler d'une espèce menacée qui vient d'Amérique du Sud, le grèbe microptère. On appelle aussi le grèbe du lac Titicaca en anglais. Alors c'est un oiseau dont on estimait le nombre d'individus à environ 1000. Voilà. Et puis, le 10 septembre dernier, une nouvelle étude est sortie, conduite sur des relevés statistiques entre mars et août 2022. Et alors qu'on pourrait penser que les chiffres ils sont encore pires que ce qu'on imaginait, et en réalité c'est pas le cas, puisque on a 22 fois plus d'oiseaux en moyenne qui sont estimés. Donc on est à peu plus de 22 000 individus, 22 000 et 46 000 individus selon la méthode statistique qui est utilisée, et rien que les comptages qui sont réalisés donc entre mars et août 2022 ont permis de repérer plus de 6 000 individus sur la portion de la réserve nationale du lac Titicaca. Il y a une portion qui est parc national et une portion qui ne l'est pas, et donc c'est sur cette portion qu'ils ont justement effectué le comptage des individus, et aux surprises, eh bien la population était beaucoup plus importante que pensé. D'accord, très bien. Voilà. Bah c'est top ça. As-tu une dernière petite information, Sophie ? Moi en tout cas, je suis assez. Eh ben moi j'en ai une petite dernière sur une espèce de hibou, et une espèce de hibou qui a trouvé une utilité à nos plantations de sapins de Noël. Parce qu'on se demande des fois, on se dit qu'effectivement les sapins de Noël, et notamment les plantations d'arbres de Noël, c'est un peu... Niveau écologie, c'est pas top, parce que on va planter des grandes surfaces avec juste des sapins, en l'occurrence, qui sont pas toujours très très bien implantés dans l'environnement dans lequel on va décider de les planter, parce que ça va réduire en fait un peu l'écosystème autour qu'on a, ça endommage un petit peu certaines plantes, enfin bref, c'est pas toujours simple à mettre en place, et c'est pas forcément la meilleure des choses à mettre là où ils ne sont pas originellement, là où on les fait pousser en grande quantité. Et du coup, écologiquement parlant, ça peut être associé des fois à un désastre écologique. Sauf que, pour le hibou des marais, en l'occurrence, au niveau des US, c'est devenu un dortoir et un endroit où ils peuvent se réfugier, finalement. Incroyable. Et c'est devenu l'endroit où ils nichent. Voilà. Waouh.
Donc c'est les sapins qui sont utilisés pour donc Noël, ou c'est Mais les c'est ça. sapins Non, les sapins pour qui Noël. sont Qu'on va couper à d'accord, Noël ok. après. Donc c'est des grandes plantations avec des sapins à perte de vue, et dans lesquelles tu vas ensuite venir soit choisir ton sapin, soit ils vont être coupés et vendus à droite Ah à oui, gauche sur les marchés. Voilà. ok. Mais les sapins sont pas un peu petits pour le hibou des marais? Et bah finalement non, parce qu'une parcelle n'est généralement coupée que tous les 10 ans, donc les arbres peuvent grandir assez vite, et un sapin ça grandit vite si tu... Voilà. Et en plus, les sapins c'est aussi des endroits où vont se multiplier les rongeurs, qui vont être du coup la source de nourriture pour ces hiboux, et qui vont permettre une nidification des plus réussies. Ok, intéressant. Voilà. Intéressant. Comme quoi, qu'importe ce qu'on fait, on fera mal, ou on fera bien. Exactement, Donc, des fois il y a des choses qui sont aussi positives, et d'ailleurs c'est pas seulement pour le hibou des marais que c'est positif, on a plusieurs autres espèces d'oiseaux comme le pit-pit des arbres, l'alouette lulu, il y avait aussi la linotte mélodieuse il me semble, un bruant, et aussi un engoulement, en Europe notamment, pour les plantations de sapins qui sont en Europe, qui vont... je pense à la maison Juppé, Oui. qui est très inféodée aux conifères. Oui aussi, par exemple. Ouais. Mais voilà, il y a des espèces qui vont être du coup se retrouver dans ces plantations d'arbres de Noël et qui vont en bénéficier totalement. Incroyable. Et ben c'est sur cette dernière nouvelle que je t'emmène en croisière, Sophie, que je Allez. vous emmène en croisière, auditeurs, auditrices. Alors, on va démarrer notre croisière le 8 novembre 2012 avec un oiseau un peu particulier qui s'est posé sur un yacht. On est à proximité des côtes du Suffolk, on est en Angleterre, et c'est un faucon cresserelle, voilà, qui s'est posé sur un bateau. Et même plus que sur un bateau, puisque d'abord il s'est posé sur l'épaule de quelqu'un. Voilà. Le nom de cette personne s'appelle Carol Raff. C'est une personne qui fut très surprise de voir un faucon cresserelle se poser sur son épaule. Donc du coup l'oiseau, il a été, on va dire, un peu, un peu gêné. Oui. Et donc du coup il est parti se réfugier dans une petite voile qui était enroulée pas très très loin de Madame Raff. Alors les personnes qui étaient présentes sur ce bateau ont offert de la nourriture à l'oiseau. L'oiseau a été effrayé, il a préféré s'envoler et il s'est envolé dans le sillage du bateau, voilà, à l'endroit où l'eau est très agitée. Puis bon, le faucon, qui était une femelle, s'est rendu compte que c'était pas forcément un endroit très agréable où aller, donc elle a décidé de rattraper le bateau. Et cette fois-ci, elle s'est posée non pas sur Carol Raff, mais sur son mari. Et puis elle en a eu marre, à un moment donné, elle a trouvé un endroit abrité sous le vent, pas très loin du cockpit du bateau. Elle a pris, on va dire, une bonne quelques heures pour reprendre ses forces, 4h30 pour être précis. Et puis elle est repartie justement en direction des côtes. Alors c'est une histoire qui peut prêter à sourire, d'autant qu'elle finit bien. En réalité, des oiseaux qui se posent sur des bateaux, il y en a beaucoup. Notamment en automne. C'est des oiseaux qui sont généralement soit fatigués de leur voyage, soit ce sont des oiseaux qui sont, on va dire, jeunes premiers dans tout ce qui est migration et qui ne connaissent pas forcément les routes migratoires, qui peuvent être facilement détournés de leurs objectifs par le gros temps. Et c'est justement ce que Julian Roughton, directeur général du Suffolk Wildlife Trust, disait, en disant effectivement que cet oiseau avait voyagé depuis le continent européen pour profiter des hivers doux de la Grande-Bretagne, mais que celui-ci, eh bien, s'était sans doute perdu à cause des conditions climatiques, et il avait atterri justement sur ce bateau. Alors c'est assez intéressant parce que parmi les observations qu'il citait, qui ont été signalées visiblement, moi je l'ignorais, il parle de merles tombés dans la mer, donc clairement pas juste des oiseaux qui meurent de fatigue, mais d'oiseaux vraiment qui, comme ils ne savent plus du tout où aller, finissent tout simplement par se tromper d'altitude de vol et finissent par tomber dans l'eau et se noyer. Donc moi c'est la première fois que j'entendais ça. Et puis il parlait évidemment d'oiseaux, de passereaux notamment, mais pas que. Le tout premier épisode du Courrier de la Sterne, on en avait parlé avec Victor à l'époque, parlait justement d'une mouette, la mouette de Ross,
qui était justement aperçu sur un bateau avant de débarquer dans les côtes belges, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, ce sont des choses qui sont relatées très très souvent, de voir ces oiseaux qui sont posés sur des bateaux. Sophie, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de voir des oiseaux se poser sur des bateaux, outre peut-être des oiseaux qui en ont l'habitude, je pense par exemple à des manchots ou à des mouettes ou des goélands. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça d'observations qui t'ont marqué à bord de bateaux? Alors j'ai pas fait beaucoup de trajets en bateau de mon côté, donc non, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir. J'ai eu des oiseaux qui suivaient les bateaux parce qu'ils savaient que possiblement il y avait des restes de pêche qui pouvaient leur être donnés, mais j'en ai pas vu se poser. Il y avait une vidéo marrante, c'était un aigle pêcheur qui était nourri par des pêcheurs sur un bateau directement, et il prenait une petite vidéo au passage. Visiblement, l'individu avait l'habitude de venir sur ce bateau spécialement pour être nourri par ce pêcheur-là. Mais à part ça, j'ai pas fait l'expérience de ce genre de choses. Ok. Alors peut-être vous, auditeurs, auditrices, que vous en avez fait cette expérience, n'hésitez pas à nous le notifier dans les commentaires, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très rare, c'est quelque chose qui avait été d'ailleurs traité dans une étude, je crois, l'année dernière, que j'avais eu l'occasion de lire à l'époque, et qui était particulièrement intéressante parce qu'elle listait notamment la liste des oiseaux qui avaient été observés, et il y a vraiment de tout, comme je vous l'ai dit, il y a du passereau, il y a du rapace, il y a du laridé, donc du goéland de la mouette, finalement des oiseaux de mer, on va dire plutôt classiques, mais on peut voilà voir quelques oiseaux un petit peu particuliers qui peuvent se poser sur ces bateaux. Flash forward, on avance donc jusqu'en 2018, et cette fois-ci, c'est un autre oiseau qui va être aperçu sur un yacht. Nous sommes en Australie, ou plutôt devrais-je dire nous sommes au large de la Nouvelle-Zélande, puisque la croisière a déjà commencé depuis pas mal de temps. Et c'est un Cacatoès rosalbin, donc un oiseau que l'on a en Australie. Il a été découvert par le personnel du navire de croisière lors d'un accostement, lors d'un accostement à Milford Sound. C'est l'une des escales que devait faire le yacht justement dans le sud de la Nouvelle-Zélande, après avoir parcouru 2300 km sans avoir détecté l'oiseau. Voilà, donc cet oiseau a été trouvé justement ici, et le véritable problème, c'est que comme on l'a traité dans de précédents épisodes du Courrier de la Sterne, la Nouvelle-Zélande est très stricte concernant la provenance des oiseaux. Et si le bateau voulait à nouveau accoster en Nouvelle-Zélande, parce que là justement il en était accosté, mais il avait encore d'autres escales à faire, eh bien les autorités qui étaient présentes sur le bateau, ou les agents qui étaient présents sur le bateau, avaient deux issues. Soit ils devaient retenir l'oiseau de n'importe quelle façon que ce soit, en le plaçant en quarantaine, soit en l'euthanasiant. Oui, vous l'avez bien entendu, en le tuant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la provenance de l'oiseau. La Nouvelle-Zélande est très stricte sur justement l'arrivée de ces animaux, et notamment des animaux qui sont des animaux de volière, parce que ces animaux peuvent avoir des bactéries, peuvent avoir des maladies, peuvent justement poser des problèmes, et comme on l'a déjà traité notamment avec le kiwi, on a parfois des populations d'oiseaux qui sont très fragiles, et donc la Nouvelle-Zélande applique une tolérance quasi zéro à tout animal qui est étranger à son territoire. Et malheureusement, le Cacatoès rosalbin, qui est pourtant présent en Australie, en fait partie. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les services du yacht ont décidé de placer l'oiseau en quarantaine. Donc ils l'ont placé dans une cabine vide à bord du navire, rien que ça. Chambre très spacieuse. De ce qui est raconté, on lui apportait de la nourriture assez souvent. J'ai croisé un peu les sources et on a quelques informations sur les conditions de vie de cet oiseau pris en otage d'une certaine manière. Mais c'est un oiseau qui avait même du personnel pour le distraire. C'est rien que ça. Ah ouais, non mais on est sur un yacht, on ne se refuse rien. Attention. Et pendant ce temps-là, les personnes qui étaient présentes sur le navire ont remarqué que l'oiseau était pucé. Et donc du coup, ils ont pu
retrouvé le propriétaire. Ils ont pu également déterminer si l'animal, entre guillemets, était en règle dans tout ce qui était vaccin et autres. Et effectivement, l'animal était en règle. Donc, celui-ci a pu continuer son voyage, toujours en quarantaine dans la cabine. Et une fois que l'oiseau est revenu à terre à Brisbane, d'où il était parti, il a retrouvé ses maîtres. Et donc voilà, ce petit oiseau s'est fait un petit kiff de 14 jours sur un bateau de croisière. Mais comme le dit le responsable des services de la compagnie croisière, le fait qu'il soit porteur d'une puce électronique depuis des années a permis et a facilité le retour de l'animal en Australie. Parce que s'il n'y avait pas eu ce micro-puçage, on ne sait pas si les autorités néo-zélandaises auraient donné justement l'autorisation à l'oiseau d'accoster, au bateau en tout cas, d'accoster en Nouvelle-Zélande. Voilà un petit peu pour ce que je voulais dire concernant cette petite virée néo-zélandaise de ce cacatoès rosalbin qui s'appelle Harry. Ouh, attention. Voilà. On a même un nom. Attention. Alors, ma question, si tu veux bien... Est-ce que j'ai une réponse? On verra bien, attends que je pose. Mais du coup, il avait une puce. Donc pas de souci, mais est-ce qu'il avait une bague, ce cacatoès? Parce que, entre autres, avec la puce, c'est très simple de retrouver le propriétaire, mais avec la bague, c'est possible aussi, normalement. Alors, il ne parle pas de bague dans les différents articles que j'ai consultés, donc je pense sincèrement qu'il n'avait pas de bague. D'accord. Et comme la bague aurait été très visible, et justement ils auraient fait, à mon avis, attendez, cet oiseau a une bague, etc. Je pense qu'il n'en était absolument pas porteur. Il avait juste une puce électronique qui permettait justement de déterminer que l'oiseau avait passé ses examens de santé. Ils ont analysé aussi les prises de sang de l'oiseau. Pour vérifier qu'il n'avait pas de maladie. Ils ont pas fait les choses à moitié. Ça rigole pas comme on l'a vu ensemble en Nouvelle-Zélande lorsqu'on avait parlé du kiwi notamment, où justement, quand je parlais de tolérance zéro, c'est réellement tolérance zéro. Et parmi les oiseaux qu'on avait comptés dans le nombre d'animaux qui étaient euthanasiés chaque année, les oiseaux, notamment étrangers, en faisaient partie. Donc ça concerne tout ce qui est oiseaux de volière, notamment, comme ce cacatoès rosalbin aurait pu en être, quoi. Voilà. Exactement. Donc n'emmenez pas votre cacatoès avec vous, votre perroquet avec vous si vous allez vous balader en Nouvelle-Zélande, à moins d'avoir tous les permis et toutes les autorisations requises. Absolument, et c'est pour ça que l'article qui était paru donc dans les colonnes australiennes rappelait l'importance d'avoir justement une puce électronique, de s'assurer que tous les animaux que vous possédez soient en conformité avec la loi pour pouvoir les transporter. Alors après, nous on parle d'oiseaux, je ne sais pas comment ça marche pour tout autre animal de compagnie, comme les chiens, les chats et autres animaux de compagnie qu'on peut avoir de manière un petit peu plus traditionnelle, tu en conviendras Sophie, si jamais vous voulez les emmener avec vous en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais voilà, alors ne les amenez pas, parce qu'en fait ils sont très stricts sur le sujet, et notamment les chats sont interdits en Nouvelle-Zélande. Et puis je crois que c'est même interdit en Australie, si j'ai pas de bêtises, depuis quelques temps. Alors, c'est pas interdit d'en avoir, mais après les importer, par contre, ça va être interdit. Ok, c'est les importer qui est interdit. Okay. Et pareil pour les chiens en Nouvelle-Zélande, il me semble que c'est pour les chiens aussi en Nouvelle-Zélande, ils sont un peu plus stricts qu'en Australie. Interdiction d'importer ce genre de bestioles, tout simplement pour préserver la vie sauvage qu'ils ont en Nouvelle-Zélande et qui a failli être éradiquée à cause de ce genre de prédateurs. Voilà, pour cette magnifique croisière, nous débarquons et nous passons au prochain sujet. Eh ben nous débarquons en Amérique du Nord, voilà, on finit la croisière. La croisière s'amuse en Amérique du Nord, c'est parti. Elle est longue, la pollution là, ça va pas du tout.
En tout cas, j'avais envie de vous parler donc d'un petit oiseau qui s'appelle la paruline de Kirtland, qui est un petit passereau. Alors c'est tout mimi comme oiseau, ça a le dos un peu gris, quelques petites taches noires, le tour de l'œil blanc et le ventre d'un joli jaune vif, très très mimi. Bon, le mâle est un peu plus coloré que la femelle, hein, comme d'habitude, la femelle est un petit peu plus terne, mais plus ou moins dans les mêmes colorations. Et on est sur un petit oiseau très vif, très mignon, vraiment un petit délice à observer, voilà. Oh, un délice. Et oui, c'est très mimi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petites bestioles. C'est tout mimi, c'est tout mignon. Ça saute un petit peu partout. C'est vraiment très mignon comme bestiole. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, tu parles d'un oiseau ou tu parles d'un chat, là? Moi, j'avoue que je préfère les oiseaux. Très honnêtement, je les trouve plus mignons. Les petites boules de plumes, là, c'est très mimi. Les chats, un peu moins. C'est marrant, hein, mais je suis moins mammifère. On va voir un petit peu cette paruline. Ah oui, elle est magnifique. Ah, c'est mimi, hein, quand même. Ouais. Un petit air de gomme-mouche. Un peu, c'est vrai. Maintenant que tu le dis avec ce petit bec tout fin, là, c'est très sympa. Petit air de gomme-mouche. Ouais. Exactement. Un poil plus grand, cela dit que le gobe-mouche. Un poil plus grand. Bref, on est en train de faire les reines du shopping, là. Mais voilà. Fais du lèche-vitrine, qu'est-ce que tu veux. Hein. On n'a toujours pas fait cette tier list d'oiseaux, d'ailleurs. C'est vrai. En tout cas, cette petite paruline, donc, elle habite en Amérique du Nord. Et alors, elle est un peu spécifique, très spéciale, parce que elle a un habitat qui est très limité. En fait, elle va vivre uniquement dans le Michigan, et elle va migrer jusqu'aux Bahamas, une fois par an, pour y passer l'hiver. Alors, elle migre pas, les Bahamas, c'est pas mal, quand même. D'accord, donc voilà. Michigan, du coup, on est du côté de... pas loin de Chicago, si mes souvenirs sont bons. C'est pas très loin des Grands Lacs. Donc la région des Grands Lacs, absolument. Voilà. Et donc on est sur une aire de répartition assez limitée, vraiment. Et assez limitée, pourquoi ? Parce qu'elle est inféodée à un arbre bien particulier qui s'appelle le pin gris. Et les pins gris, ils sont plus très très nombreux en Amérique du Nord pour une raison très simple, c'est que c'est pas un arbre qui est très pratique pour construire des trucs parce que ça se casse très facilement le bois et du coup on n'en plante pas. Ok. Et du coup, les forêts de pins gris ont été remplacées au siècle dernier par d'autres trucs qui étaient beaucoup plus utiles pour la construction, tout simplement. Ou pour le bois de chauffage ou autre chose. Donc le pin gris, la zone de nidification de cet oiseau, parce que cet oiseau nidifie donc dans les pins gris, a été vraiment décimée le siècle dernier pour les remplacer par d'autres essences qui ne convenaient pas du tout à la paruline, qui en plus étaient des plantations qui étaient malheureusement assez enrancérées, enfin c'est comme on fait une plantation d'arbres un peu en Europe, pareil, on les a tous alignés là, et puis ça fait pas vraiment des petits bosquets dans lesquels l'oiseau peut vraiment se sentir un peu à l'aise et vraiment trouver un refuge où il peut se faire un nid et se reproduire correctement, et ce qui manquait pour la paruline, parce qu'elle est vraiment adepte de ces petits groupements d'arbres, de ces petits bosquets un petit peu plus fournis, parce que le pin gris c'est un arbre qui est pas énorme, il est pas très très grand, il peut faire jusqu'à 20 mètres dans les bonnes conditions, mais sinon on est plus autour d'une dizaine de mètres de haut, donc c'est pas un arbre qui est très très haut, c'est un truc qui fait plus des petits bosquets plus qu'autre chose. Pour ça aussi d'ailleurs qu'il est pas très très utile pour la construction. Donc cette paruline, elle a eu quelques soucis, donc de base déjà elle était inféodée à un milieu qui était très restreint, et en plus on a commencé à détruire cette zone de répartition pour la paruline, ce qui a été donc un gros problème, ce qui fait que déjà de base on connaissait pas très bien l'oiseau parce qu'on le voyait quasiment jamais, donc déjà cet oiseau a été répertorié uniquement sur les listes d'oiseaux d'Amérique du Nord dans les années 1940-1950, 1850, c'est pas moi, pas avant, 1900 ça fait un petit peu tard. Et du coup, c'est un oiseau qu'on ne connaissait pas beaucoup, et qu'on a très très rarement vu, parce que dans ces années-là, on l'a répertorié, mais on a dû voir 5 ou 6 oiseaux, en fait, pas plus que ça. Et vraiment, on connaissait rien de cet animal, on savait même pas que ça migrait, on n'avait pas vraiment d'idée de là où ça vivait, donc en fait, on savait pas qu'en coupant ces pins gris, ça allait vraiment avoir un impact très important sur la population d'oiseaux qui était déjà réduite de base. C'est pas un oiseau qui est très très bien distribué, il était que dans le Michigan. Et le problème, c'est que dans les années début 1900, finalement, on a commencé à se rendre compte que cet oiseau, il devenait de plus en plus rare.
Ok. Et on le trouvait de moins en moins. Alors on avait commencé à en voir dans les années 1880, 1890, on avait commencé à chercher un peu l'oiseau, on s'était dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette espèce, où est-ce que ça vit, etc. D'ailleurs, il y avait eu quelques discussions sur où est-ce que ça vivait, est-ce que ça migrait ou pas, parce que finalement on n'en savait pas grand-chose. Et il y avait quelques polémiques sur le sujet qui sont pas très très intéressantes de nos jours, mais qui ont existé, et dans les années 1920, on a commencé à se rendre compte que l'endroit où ça se reproduisait, ces animaux-là, c'était dans les forêts de pin gris, et nulle part ailleurs, et c'était uniquement un féodé au Michigan. Et on s'est rendu compte que en détruisant ces forêts, du coup, on détruisait aussi l'espèce. On s'est rendu compte aussi dans les années 1930 et jusqu'aux années 1970 que en fait l'espèce elle était pas seulement détruite par l'humain, elle était aussi mise en danger par du parasitisme, par un parasitisme qu'on connaît parce que on en avait parlé il me semble dans un épisode précédent, on avait parlé de ce qu'on appelle les oiseaux vachers. Les oiseaux vachers, le genre Molutrus, c'est des passereaux qui vont être uniquement parasites, c'est-à-dire qui vont pondre leurs œufs dans les nids d'autres oiseaux, et en l'occurrence, c'est pas les coucous. Enfin, c'est la pas même... exactement des coucous. c'est la même idée, mais en plus violent. Voilà, c'est comme des coucous, mais ça n'a pas la tête d'un coucou, c'est en plus violent, c'est un peu comme... ça a plus ou moins la taille d'un merle, un peu plus petit, et ça a les colorations d'un merle avec la tête brune. En gros. Et on appelle ça les oiseaux vachers, du coup, en Amérique du Nord en tout cas, on a à peu près 7 espèces, des choses comme ça, il me semble. Je sais pas du tout. Oui, il me semble. Okay. Bon, vous corrigerez si c'est pas le cas. En tout cas, ces espèces-là, donc, parasitaient très spécialement la paruline de Kirtland, avec des chiffres qui étaient assez alarmants, parce qu'on avait entre 60 à 90% des nids qui étaient parasités dans ces années-là, entre les années 1930 et 1970, quand ils ont fait ces études-là. Et ça fait quand même beaucoup de nids qui sont parasités, parce que dans ces cas-là, ça veut dire que le parasite va remplacer les œufs qui sont naturels du couple de la couvée. Et du coup, les parents ne vont pas produire de petits pour leur espèce cette année-là. Et c'est un problème, parce que déjà vous avez une population d'oiseaux qui est en danger par les activités humaines, en plus vous rajoutez ce parasitisme qui fait que il y en a encore moins, donc vous arrivez à une diminution très très nette de la population, et ce qui fait que en 1960 on avait à peu près plus que 500 paires, donc 500 couples d'oiseaux recensés dans le Michigan en tout. Et 500 couples d'oiseaux en tout pour une espèce, c'est pas beaucoup. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, dans les débuts des années 1960, je crois que c'était en 1967 exactement, on a commencé à se dire, on va peut-être le mettre sur une liste rouge des espèces menacées, parce que ça commence à être un peu hasard. Voilà. Et en 1971, un plan pour aider l'espèce à revenir d'entre les morts a été dessiné. Et alors dans ce plan, on a fait beaucoup de choses. Déjà, on a commencé par essayer de trouver quel était l'habitat nécessaire pour cette espèce-là. On s'est intéressé donc au pin gris, et on s'est intéressé à reboiser certaines parties du Michigan pour que l'oiseau puisse y trouver le couvert et le refuge qu'il lui fallait pour y pondre ses œufs. On a aussi fait en sorte que certaines zones soient des zones qui soient totalement fermées au public, plus aucun accès, zones protégées, et ce qui fait que ça a permis de revitaliser ces zones-là en faisant des réserves naturelles spécifiquement dédiées à cet oiseau-là, et puis aussi à d'autres espèces tant qu'on y était, parce que zone naturelle ça sert pas seulement à une espèce, ça sert à plein d'espèces en même temps. On a aussi essayé en fait de tuer et de réduire la population d'oiseaux parasites pour cette espèce. Et donc il y a eu des campagnes d'abattage et de capture de ces oiseaux, les vachers, qui venaient parasiter la paruline de Kirtland, et jusqu'à 4000 oiseaux ont été récupérés par an sur pas mal d'années, pour essayer d'éliminer les problèmes de parasitisme sur ces oiseaux-là, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de repros, et donc plus d'oiseaux produits chaque année par les couples qui restaient. Ils sont des oiseaux très communs, les vachers. Si vous posez la question de savoir si on met en danger l'espèce en tuant 4000 individus par an,
Je pense pas. trop. Hein. Non. Non. Ce sont des oiseaux plutôt communs aux États-Unis. Et ça a eu beaucoup d'effets, parce qu'en fait, en 1972, eh bien, après la première année de capture et d'élimination de ces vachers, eh bien, comparé aux 70% des nids qui étaient parasités l'année précédente, lorsqu'ils avaient fait les comptes, et ben là, ils sont descendus à seulement 6% des nids qui ont été parasités. Waouh. Ça fait quand même une sacrée réduction, hein. Oh, la réduction de la mafia, là. Oui, parce qu'on parle du vacher, mais le vacher, c'est vraiment un mafieux. Hein. C'est vraiment, quand on vous dit le coucou empire, c'est le coucou ça. Empire. On en parlera peut-être un épisode, parce que c'est intéressant. Il mérite qu'on parle de lui, oui. Et vas-y que j'observe si mon poussin il est bien nourri, sinon attention, conséquences. Mais ouais. Ça rigole pas. Hein. Ah, c'est dur. C'est dur. En plus du coup de ces captures et de ces exterminations, n'est-ce pas, on a... C'est un bon terme. On a réservé du coup, il y a eu au total 76 000 hectares réservés exclusivement pour la conservation de cet oiseau, ce qui a aussi eu une certaine incidence sur la reproduction de cette espèce et sur le fait que elle a réussi finalement à remonter la pente et à avoir plus de couples petit à petit, et plus d'oiseaux qui sont revenus et qui ont permis d'avoir une population qui commence à se stabiliser un poil plus. On est à combien d'individus là ? Alors, en 2007, on avait à peu près 5000 individus, comparé aux 1000 individus qu'on avait précédemment. Et en 2016, on était à un peu plus de 5000, il me semble, parce que ça reste plus ou moins au même niveau maintenant. Mm-hmm. Et en 2019, on est parti un peu plus de ça aussi. Il y a pas énormément de différence parce que bon, ça reste une zone finalement qui est assez petite pour eux et de base, c'était pas une population qui était énorme non plus. Donc on est sur des oiseaux qui sont vraiment très restreints au niveau de leur habitat géographique. Hein. C'est pas non plus une population où vous allez avoir des centaines de milliers d'oiseaux. Ça va pas fonctionner comme ça. Mais voilà. Du coup, ils sont plus qualifiés d'espèces en danger et ils ont été petit à petit, au fil des ans, sortis des listes rouges pour passer aujourd'hui à un oiseau qui n'est pas en voie de disparition, du moins qui n'est pas classifié comme tel. Mais alors, le problème, parce qu'il y a quand même un problème, c'est que depuis 2019, donc cet oiseau n'étant plus listées, ces populations elles sont toujours suivies, mais plus autant. Mais il y a un papier qui est sorti récemment et qui s'est intéressé donc à ces populations qui ont réussi à se sortir de cette crise et qui sont intéressées plus particulièrement à la génétique de ces populations. Alors, on en avait déjà parlé dans une précédente émission et on avait parlé de ce qu'on appelle des goulots d'étranglement et des problèmes de consanguinité. Et ben là, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette espèce. Alors comment ça fonctionne tout ça ? En gros, quand vous n'avez plus que quelques individus pour une espèce qui sont encore en vie, ça veut dire que vous allez avoir une diversité génétique dans ces individus qui restent, qui va être très faible, parce que vous n'avez plus beaucoup, finalement, d'individus dans lesquels piocher cette génétique, et donc vous allez vous retrouver avec des oiseaux, en l'occurrence dans ce cas-là, qui sont très très proches les uns des autres génétiquement parlant, vu qu'il n'y a pas vraiment d'allèles différents dans la population, ils ont tous plus ou moins les mêmes gènes, vu qu'ils sont tous plus ou moins issus des quelques individus qui restaient, et qui vont tous être plus ou moins cousins, d'où la consanguinité. Et alors, c'est un peu ce qui s'est passé pour cette espèce d'oiseau, parce que, rappelez-vous, on est descendu à 500 couples à une période, mais avant ça, on les avait pas comptés vraiment, les oiseaux, donc on sait pas jusqu'à quel point ils étaient descendus. Et on se dit qu'à une époque, ils étaient certainement descendus encore beaucoup plus bas. Et il y a eu des comptes précédemment, mais on n'est pas exactement sûr si c'était vraiment des comptes comme on les ferait aujourd'hui, avec... comment dire, une certaine démarche scientifique en quelque sorte, oui. Où c'était juste des comptes qui ont été faits un peu au pifomètre, on ne sait pas trop, donc on se base pas trop là-dessus, mais il y a eu des comptes qui ont été faits précédemment et qui comptaient que 200-300 individus max.
Et ça fait pas beaucoup. Donc, pour revenir de ce genre de choses, quand vous avez que 200 individus, ça veut dire que vous avez une diversité génétique qui est très très faible. Et ça veut dire que ces oiseaux, ils se sont beaucoup reproduits entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, entre parents, et du coup vous avez un niveau de consanguinité qui est très très élevé dans cette population. Et c'est exactement ce que la publication qui est sortie récemment a montré. Ces oiseaux ont un taux de consanguinité qui est malheureusement très élevé et ils ont beaucoup de ressemblances avec leurs parents. Et le problème en fait, et c'est la question que posait l'article au final, certes, cette espèce, au niveau du nombre d'individus, elle n'est plus en danger. Du moins, on la classifie plus comme en danger d'extinction parce que on considère qu'il y a suffisamment d'individus pour soutenir l'espèce et que même s'il y a quelques crises, certains individus mourront, mais finalement il y en a suffisamment pour que certains arrivent à s'échapper et à poursuivre l'espèce derrière. Sauf que lorsque vous êtes tous avec le même génome, ça veut dire que vous êtes tous plus ou moins soumis au même problème. Et il y en a pas un qui va par exemple être plus résistant à une maladie qu'un autre, vu que vous avez tous plus ou moins les mêmes gènes. Donc mettons qu'il y ait une maladie qui se développe dans cette population, et ben ça va éradiquer tout le monde. Donc en fait c'est une population certes qui a beaucoup d'individus, enfin plus qu'avant en tous les cas, mais qui n'est pas sortie du sable pour autant, comme on dit. Parce qu'il suffit d'une bactérie qui soit capable de tuer un des individus, il suffit qu'elle se répande dans la population, et elle tuera tout le monde. Et du coup vous n'aurez plus d'oiseaux. Donc en fait, c'est une population qui, malgré le fait qu'elle soit plus listée comme en voie de disparition, est vraiment, possiblement en voie de disparition. Et donc en fait, il se disait, c'est intéressant de regarder le nombre d'individus pour savoir si la population est effectivement en danger ou pas, mais il faudrait rajouter aussi une analyse génétique derrière pour savoir si la population est capable de résister à un désastre, et quelle est la santé génétique en quelque sorte de la population pour voir si il est effectivement possible de la déclassifier en tant que pas en danger d'extinction. Parce que c'est pour eux c'est vraiment un paramètre très très important de la santé d'une population, cette génétique et ce taux de consanguinité. Ce qui effectivement est très logique quand on y pense. Donc voilà. Ok. Bonne petite étude sur un petit oiseau, ma foi, fort sympathique. Effectivement. Moi, j'avais une question, puisque tu dis qu'on arrive, on va dire, à un certain équilibre de la population. Est-ce qu'on a des relevés? Parce que tu parlais des pins gris, autant pour les oiseaux, on ne sait pas, mais pour les pins gris, est-ce qu'on a des relevés qui sont plus anciens, qui datent du 19e siècle, qui justement pointerait le fait que la population de pins gris était plus importante que celle qu'on a aujourd'hui, ou qu'elle est identique à celle qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on a des relevés là-dessus, ce qui nous permettrait peut-être de comprendre un petit peu comment se comporterait, comment aurait pu se comporter la population de paruline? Alors on sait pas exactement, parce qu'il n'y a pas exactement de relevé avant, les arbres étaient juste coupés pour faire du bois de chauffage et c'était tout en fait. Donc il n'y avait pas exactement de relevé. Sachant qu'en plus les habitats de cet oiseau n'étaient pas vraiment catégorisés, qu'on savait pas que c'était un arbre très important, ça n'a pas non plus été relevé à cause de ça. Du coup on sait pas trop. Okay. On sait qu'il y a eu dans cette région pas mal de zones boisées, et que les pins gris, c'était un des premiers stages de la forêt en fait. Bon, si vous connaissez un peu les étapes de succession dans une forêt, en gros vous avez des premières plantes qui vont coloniser un milieu, qui vont commencer à fermer un petit peu ce milieu, et petit à petit vous allez avoir les premiers arbres qui se développent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres essences d'arbres qui vont venir, et qui vont être eux les très grands arbres, qui vont finir cette dernière étape de succession, de transformation d'une prairie par exemple en forêt. Et donc les pins gris, c'est une des premières espèces d'arbres, dans ce coin du monde en tous les cas, qui vont venir coloniser un milieu ouvert, pour en faire plus tard une forêt. Donc en fait c'est une zone qui est plus ou moins à la bordure d'une forêt, vraiment une grosse forêt avec des grands arbres. Et donc c'est une zone un petit peu d'échange entre la plaine et la forêt. Donc on est vraiment à la lisière de la forêt, donc c'est une zone qui de base n'est pas très très étendue quand on y pense.
Ok. Et puis c'est une zone Donc, qu'il faut voilà. fixer aussi dans le temps, du coup. Puisque... C'est difficile à fixer dans le temps, et c'est pour ça que sur ces hectares dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils ont remis en place pour cette espèce spécifiquement, il y a beaucoup de maintenance qui est faite pour que justement on garde ce pin gris plutôt que d'autres essences d'arbres sur site, juste spécifiquement pour cet oiseau-là, et qu'il n'y ait pas trop de succession suivante qui se passe avec d'autres espèces d'arbres. Ouais, ça me rappelle de mon côté ce que j'avais fait avec la pie-grièche, où justement on fixait pareil un état de la succession écologique qui était, on va dire, celui des arbustes et autres, en tout cas des premiers arbres, pour justement permettre à la pie-grièche d'évoluer dans un environnement qui lui était favorable. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu... Comme d'habitude, ce genre de choses, en fait, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il suffit pas juste de planter un arbre et de se dire tiens, l'oiseau il va s'y mettre. C'est tout un environnement qu'il faut recréer. C'est la fameuse question du oui, j'ai posé un nichoir, mais je comprends pas, y a pas de mésange qui vient. Faut attendre un peu. C'est curieux, tiens. Soyez patient, si vous posez un nichoir, un oiseau va pas arriver du jour au lendemain à se dire tiens, cool. Non, ça prend un petit peu de temps et les oiseaux sont très, comment dire, très pénibles, ils veulent des conditions parfaites. Donc s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'iront pas. Voilà. Exactement. Donc voilà, ça peut vous rassurer, c'est normal si les oiseaux ne voient pas votre nichoir, c'est pas grave, c'est parce que il ne l'a pas vu ou tout simplement parce que l'endroit ne lui convient pas. Voilà. Et ils ont d'autres critères que les vôtres. Vous avez certainement le critère de pouvoir voir le nichoir pour pouvoir observer les oiseaux. Et eux, ils ont certainement pas ce critère-là. Ils ont certainement le critère de ne pas se faire voir, justement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. C'est sur ces petites informations concernant les nichoirs qu'on va se quitter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophie ? Eh bien, comme d'habitude, sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science, et puis sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, @leplumeux. Et vous nous retrouvez la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Les précédents sont disponibles évidemment en streaming, en podcast, sur toutes les plateformes, également sur YouTube en sous-titré. Et si vous avez des questions, eh bien vous avez les commentaires sur YouTube si jamais vous en avez. Merci à tous et à toutes d'être fidèles et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.